Bonjour à tous, merci d'être à l'heure pour ceux qui sont déjà là. Je me présente, Ambroise, je suis chargé de communication à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grande-Aquitaine et je vais pouvoir donner la parole tout à l'heure à Gladys, notre présidente, et à Géraldine, notre intervenante. On va juste attendre allez, quelques minutes, 2-3 minutes, histoire de laisser la chance aux autres participants de suivre l'ensemble de la conférence. On patiente un tout petit peu et puis on commence. Quel silence! Donc c'est Alexis, je suppose? Oui, oui. Bonjour Alexis. Je suis en arrière-plan. Je sais pas quelle heure il est. Pour te présenter, notre élu en charge de la formation de la CRCC. Comme tu as parlé, monte ta tête. Oui, bonjour, moi je suis Alexis Bourdi, effectivement je suis l'élu en charge de la formation, donc c'est pour ça que je contrôle ce qui est fait à ce niveau-là toujours. Mais je vous laisse intervenir, merci beaucoup. Il veille au grain. Merci. Alors moi j'ai pas la chance de pouvoir voir les visages, donc Ah oui. Alexis, je n'aurai que votre moi, c'est vraiment, vous n'avez pas de chance, parce que je suis très très beau. Oh, alors, il va falloir changer notre système de webinaire à la CRCC, là, du Grand Aquitaine. Bon, allez, commande en ligne, je vais arrêter de dire des bêtises. Allez, il est 11h02 passé, on va pouvoir débuter. Il y a déjà un grand nombre de personnes qui sont connectées et je vous en remercie. Je laisse tout d'abord la parole à Gladys Toyer, présidente de la compagnie, pour vous expliquer cette démarche et pourquoi ce webinaire aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous, ravi que vous soyez présents à cette nouvelle thématique de webinaire qu'on lance sur les 2 prochaines années. Nous sommes à mi-mandat. La première partie de la mandature, on l'a plutôt consacrée à tout ce qui était numérique et prévention des entreprises en difficulté. Alors, il ne faut pas oublier ces 2 aspects, bien entendu. Mais sur la deuxième partie de notre mandat, on va plutôt la consacrer sur la durabilité et donc la RSE. Et on a voulu le faire avec une experte sur le sujet, donc qui est Géraldine. Vous allez avoir 2 séries de 3 webinaires. Là, on attaque la première série de 3 webinaires qui est plutôt pour vous entamiez, vous, une démarche au sein de vos cabinets RSE. Et la deuxième série de webinaires qui sera plus vers le mois de septembre, ce sera là pour vous aider à vendre des missions en tant que commissaire aux comptes au niveau de la RSE toujours. La thématique de notre AG, j'en profite, sera aussi sur la durabilité, donc tout ça a un lien. Et là, je vais laisser Géraldine démarrer donc sur les fondamentaux de la RSE et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Gladys pour cette introduction. En effet, Géraldine va pouvoir prendre la parole juste avant, un petit mot pendant tout le long de cette conférence. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis en charge, moi, de les lire, de les regarder et de pouvoir les transmettre à Géraldine au moment adéquat, peut-être entre 2 parties ou même couper si ça vaut le coup, Géraldine. Donc voilà, vous avez la petite fonctionnalité sur GoToWebinar pour poser vos questions, pour participer dans le chat. J'y suis vigilant. Et je vous donne la parole, Géraldine. C'est à vous de jouer. On est parti pour un bon 3/4 d'heure de présentation, c'est ça? Oui, un bon 3/4 d'heure, oui, effectivement. Ça dépendra aussi des questions, de la quantité de questions qu'il y aura en fin de webinaire. Merci beaucoup Gladys, merci beaucoup Ambroise. Donc, moi, je suis Géraldine Carbou, je suis consultante en RSE et en innovation responsable. J'ai d'autres activités associatives également autour de la RSE.
j'ai cofondé une association qui s'appelle la Cité de la RSE et de l'impact. Je suis également facilitatrice de la fresque du climat et je suis actionnaire et évaluatrice des projets chez Time for the Planet. Voilà, c'est un petit peu… mais avant d'être consultante en RSE, j'ai travaillé 25 ans dans l'innovation. J'ai accompagné des startups, j'ai dirigé un incubateur et je me suis occupée des investissements au sein d'une SAT, dans la SAT de Montpellier, parce que je suis basée à Montpellier. Effectivement, ce parcours dans l'innovation qui me fait commencer cette présentation par le progrès, puisque l'innovation, elle est à la base effectivement de progrès prodigieux qui ont été réalisés depuis des centaines d'années et qui se sont grandement accélérés à partir de la révolution industrielle. Alors ces progrès, ils concernent bien évidemment la santé, avec l'éradication de nombreuses maladies et qui ont permis effectivement un allongement incroyable de l'espérance de vie. Je vous rappelle qu'au début du 19e siècle, un enfant sur deux parvenait à l'âge de 6 ans, 50% des femmes mouraient en couche. Cette innovation, ce progrès, il a permis également de nourrir la planète avec l'augmentation des rendements agricoles par la mécanisation et par l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires. Et donc, il a permis de nourrir la planète, les humains. Et puis, également, cette mécanisation a permis aussi de diminuer la pénibilité au travail qui a aussi conditionné l'allongement de l'espérance de vie. Et enfin, une dernière thématique importante, c'est voilà, l'arrivée du moteur à explosion qui a permis effectivement de raccourcir les distances entre les hommes, de favoriser les échanges socio-culturels et puis, sur le plan économique, eh bien d'aboutir à ce qu'on connaît bien maintenant, donc le phénomène de mondialisation. Alors, ce constat, ce progrès, il n'aurait absolument pas été possible sans les énergies fossiles. Là, je vous montre une petite courbe sur l'augmentation de la consommation des énergies. Alors, ce schéma montre toutes les énergies, avec, comme vous voyez, une croissance exponentielle des énergies et des énergies fossiles, puisqu'on n'a pas eu de substitution d'une énergie par rapport à l'autre, mais on a eu un empilement. Les énergies fossiles ont augmenté en même temps que les autres types d'énergie, les énergies non fossiles. Malheureusement, parallèlement à cette augmentation de la consommation des énergies fossiles, on a vu également s'accroître les émissions de gaz à effet de serre, puisque comme vous le savez, donc le principal gaz à effet de serre, qui est le dioxyde de carbone, est issu de la combustion des énergies fossiles. Et avec l'accroissement de l'espérance de vie, on a assisté depuis effectivement le début du 19e siècle à une démographie galopante, avec une projection de près de 10 milliards d'habitants en 2050. Et comme vous voyez, ces trois courbes se ressemblent comme trois gouttes d'eau et elles sont quasiment superposables. On pourrait également les superposer avec l'exploitation des ressources de la planète. On va en parler sur les slides qui suivent. Cette innovation donc a conduit, et cette innovation qui en fait, voilà, selon le principe de Schumpeter, est à la base de la croissance économique, a conduit à une exploitation massive des ressources de la planète, avec ce phénomène de déforestation voilà, dont vous avez tous entendu parler. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de la déforestation est due à l'accroissement des surfaces agricoles. Exploitation également des terres agricoles avec une utilisation intensive de produits phytosanitaires qui apportent effectivement un appauvrissement des sols et une pollution au niveau des sols et des cours d'eau. Et puis une exploitation plus en profondeur de nos ressources planétaires que sont les extractions des énergies minières et des énergies fossiles.
Voilà. Et ces phénomènes ont été croissants depuis le début de la révolution industrielle, et on parvient aujourd'hui à des limites de cette exploitation, avec effectivement des phénomènes de pollution drastique des sols, de l'air, de l'eau. À titre d'exemple, c'est aujourd'hui, on considère qu'à peu près 13 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans, et qu'un humain consomme en moyenne l'équivalent d'une carte bleue par semaine en plastique. Ça a bien évidemment également conduit à une diminution importante de la biodiversité. 60% de la biodiversité génétique a disparu en l'espace de 40 ans, ce qui est effectivement très préoccupant. Et puis, un constat également dont vous entendez parler très régulièrement, pas assez régulièrement et pas assez fréquemment à mon avis, qui est la problématique de l'accélération du réchauffement climatique, qui est sans précédent, puisque en l'espace de 100 ans, on a la température de la planète a augmenté de près d'1,5 degré, ce qui demandait 1000 années auparavant. Donc, on est vraiment dans un problème d'accélération qui va entraîner effectivement les problèmes qu'on abordera lors de notre second webinaire. Alors là, je voudrais qu'on aborde ensemble ce schéma, qui est un schéma qui est très utilisé, et c'est le schéma des limites planétaires. On considère qu'en fait, notre planète est un système extrêmement fragile, avec des équilibres très délicats, et que 9 critères gèrent, en fait, 9 paramètres gèrent l'équilibre de cette planète. C'est bien évidemment le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, dont on a évoqué un petit peu avant, la modification des usages avec voilà, le passage de la forêt aux surfaces agricoles, l'utilisation de l'eau douce, la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, qui elles sont très liées à l'utilisation des engrais, l'acidification des océans, qui est due à une absorption massive par les océans. Les océans sont un puits de carbone, absorbent à peu près 1/3 des émissions de carbone, et cette quantité de carbone absorbée de façon massive conduit à des problèmes de calcification, notamment, de certaines espèces animales, et entraîne des perturbations au niveau des cycles alimentaires, de la chaîne alimentaire dans les océans. Les aérosols atmosphériques, alors les aérosols atmosphériques, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont d'origine naturelle ou humaine. Ça peut être de la vapeur d'eau, ça peut être les poussières qui sont liées à l'érosion, mais également il y a de plus en plus d'aérosols atmosphériques d'origine chimique. La diminution de la couche d'ozone et les pollutions chimiques nouvelles. Voilà, vous avez tous entendu parler des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve de façon importante maintenant dans l'eau. Aujourd'hui, on considère que sur ces 9 limites planétaires, 6 ont été franchies. Voilà donc pour ce constat voilà, environnemental. Dans la RSE, il y a également le S, l'aspect social, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'effectivement ce progrès a amené aussi un progrès social? Alors la réponse, elle est oui. Elle a également voilà, apporté un énorme progrès social pour les humains, puisqu'on a vu à peu près en un siècle 1/3 de la population sortir de la pauvreté et les inégalités entre États se réduire. Par contre, depuis plus récemment, on observe un phénomène qui est un peu préoccupant et qui se traduit par la courbe d'éléphant, qui est je vais vous montrer tout de suite, qui a été développé par un économiste américain, Branko Milanovic, en 2008. Et cette courbe, elle montre clairement que la croissance économique, l'innovation, a profité en fait. Donc, si vous regardez cette courbe en abscisse, tout ce qui est le plus à gauche, c'est effectivement les populations les plus pauvres et celles qui sont à droite les plus riches. Et puis vous avez en ordonnée
la progression du revenu, donc entre 1998 et 2008, juste avant la crise financière de 2008. Donc, il y a eu deux populations qui, en fait, ont profité de cette croissance économique. Ce sont les classes moyennes des pays émergents et les plus riches. Et puis, dans ce modèle-là, les perdants, ce sont les plus pauvres qui sont restés pauvres. Et puis, les classes moyennes des pays riches, des pays du Nord. C'est ce qui a conduit à pas mal de mouvements sociaux qu'on a connus aussi également en France, pas si longtemps que ça, notamment avec la crise des Gilets jaunes. Quelques constats également sur lesquels on peut discuter, c'est la concentration de la richesse, puisqu'on estime que 85 personnes sur la planète détiennent la moitié des richesses de la planète, et que certaines entreprises, pour ne pas les citer, les GAFAM, sont plus riches que certains États et plus influents que certains États. Et au-delà de ça, elles ont même une influence importante avec les nouvelles technologies qu'elles importent. Et voilà, en ce moment, on parle beaucoup de ChatGPT et de cette influence massive que cette nouvelle technologie va avoir sur les sociétés, sur l'emploi, sur pas mal de ces sujets-là. Donc voilà, ces deux courbes permettent de se poser quelques questions sur le lien entre croissance économique et progrès social. Un économiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Thomas Piketty, c'est un économiste donc français qui travaille à l'Institut des hautes études en sciences sociales, explique ce phénomène par une inversion pas une inversion, mais par une augmentation du rendement financier par rapport au rendement du travail, qui expliquerait effectivement que les classes sociales moyennes s'appauvrissent actuellement et que, en d'autres termes, il vaut mieux être actionnaire que travailleur. Et ce phénomène devrait effectivement s'accroître dans les prochaines années également. Et une petite slide pour faire le lien entre l'éco-écologie et la société. Cette théorie, elle a été élaborée par une économiste britannique qui s'appelle Kate Raworth, qui a travaillé aux Nations Unies, qui a travaillé également chez Oxfam, et qui a développé cette théorie du donut, qui reprend en fait les limites planétaires et qui y intègre effectivement les limites également sociales en définissant un plancher social et un plafond environnemental et une zone sur le moelleux du donut dans lequel la société et l'environnement peuvent vivre de façon harmonieuse avec un développement économique qui soit inclusif et durable. Cette théorie, elle est assez récente, elle date de 2018. C'est une théorie, ce donut, on peut l'utiliser sur plein d'aspects. Effectivement, par exemple, si le plafond environnemental était amené à s'écrouler, eh bien, on voit tout de suite qu'effectivement, le plancher social s'écroulerait également et que les changements climatiques, par exemple, pourraient conduire à des problèmes de santé, d'alimentation, etc. Donc, c'est un modèle qui est très intéressant à utiliser et dont je voulais vous parler. Alors, ce constat, on en parle effectivement dans les médias depuis quelques années et on peut se poser la question, pourquoi si tardivement? Alors, il y a eu quand même pas mal d'alertes et des alertes qui sont même assez anciennes, avec notamment les réflexions d'économistes britanniques comme Robert Malthus qui lui, dès le début du XIXe siècle, s'interrogeait sur la croissance de la productivité agricole et qui posait comme constat que les surfaces agricoles s'ajoutent alors que les bouches à nourrir se multiplient. Donc, on avait déjà ce concept effectivement de limite de la ressource. John Mill, lui,
a fait une critique voilà, de la croissance économique qu'il juge positive, mais qui, selon lui, est limitée à nos ressources et cette croissance qui doit être partagée par l'ensemble, par tous, et pas forcément, effectivement, par les populations les plus privilégiées. Entre effectivement ces réflexions qui datent effectivement de la période industrielle, il y a eu effectivement pas mal de concepts et de discussions dans le milieu académique jusqu'en 1972 où est apparue une publication qui s'appelle The Limit to Growth, une publication qui émane du travaux de chercheurs du MIT dirigé par Denis Meadows, qui est un écologue. Et cette étude, elle a été présentée au Club de Rome, qui est un club voilà, qui travaille, qui réfléchit sur les grands enjeux de société. Et ce rapport soutient que le monde, dans son ensemble, est une trajectoire environnementale non durable et qu'une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Donc c'est un ouvrage majeur dans le développement durable. La notion de développement durable, elle est véritablement apparue avec la parution d'un rapport qui s'appelle le rapport Brundtland et qui a vraiment changé la donne sur cette notion de développement durable. Ce rapport, donc, il a été il est issu des travaux d'une commission qui était présidée par Gro Harlem Brundtland, qui est une femme politique norvégienne, qui a été présidente des Nations Unies, plusieurs fois ministre, etc. Et c'est vraiment aujourd'hui l'ouvrage de référence que je vous recommande la lecture, qui va pouvoir, voilà, qui va entraîner énormément de travaux derrière elle et qui donne notamment la première définition du développement durable. Donc, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. La première définition du développement durable. Donc, après l'édition de ce rapport, on a eu un ensemble d'événements, de dates clés qui ont cadencé cette notion de développement durable. D'une part, la création du GIEC en 1988, donc le GIEC dont vous avez tous entendu parler, voilà, dont on parle de plus en plus fréquemment dans la presse et dans les médias. En 1991, il y a eu un sommet très important qui s'appelle le sommet de Rio. Et c'est au cours de cette conférence qu'on va introduire pour la première fois un nouveau paramètre dans la conception mondiale du développement, c'est la protection de l'environnement. Ça paraît fou, effectivement, 1992, c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. En 2000, sont définis 8 objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs restent encore cantonnés plutôt à des problèmes sociaux et plutôt effectivement aux pays du Sud. En 2002, un nouveau sommet des Nations Unies, c'est le sommet de Johannesburg, qu'on appelle également le Rio plus 10, hein, puisqu'il se passe exactement 10 ans après le premier sommet de Rio. Et au cours de ce sommet va être élaboré un plan d'action pour chaque État, que chaque État devra suivre et qui aborde effectivement différentes thématiques, la pauvreté, les droits de l'homme, la consommation, la globalisation. 2012, c'est la conférence de l'ONU sur le développement durable, donc un sommet spécifiquement dédié à cette problématique. Et là, ça va être l'occasion, donc c'est à Rio plus 20, c'est l'occasion effectivement d'évaluer un petit peu quels sont les progrès qui ont été réalisés par rapport au plan d'action de chaque État, d'observer les lacunes et également d'échanger sur les nouveaux défis auxquels le monde va faire face. Et puis en 2015, c'est une date également qui est très importante, le sommet mondial des Nations Unies va définir
17 ODD. Alors ODD, c'est un terme que vous entendrez beaucoup dans le jargon du développement durable. ODD signifie Objectifs de développement durable, qui vont constituer effectivement la base de toutes les politiques de développement durable, aussi bien au niveau des États, des organisations et que des entreprises. On en reparlera tout à l'heure. Donc la durabilité systémique, c'est la capacité de notre cadre planétaire à fournir des moyens de subsistance acceptables et si possible meilleurs pour les générations futures. Ces objectifs de développement durable, ils vont définir, ils constituent véritablement une boussole pour les États pour définir les objectifs qui doivent être atteints à l'horizon 2030. Il y a 17 objectifs de développement durable. On ne va pas tous les regarder dans le détail. Voilà, ça va de la faim en passant par la paix et la justice, l'égalité des sexes. Et il y a le 17e objectif de développement durable qui lui est un objectif de développement durable transversal et qui met effectivement le partenariat et la collaboration vraiment au sein de l'ensemble de ces problématiques qui sont souvent liées les unes aux autres et pour lesquelles effectivement les partenariats sont indispensables pour l'atteinte de ces objectifs. Les objectifs de développement durable, ils sont basés sur les 5 P, prospérité, peuple, paix, planète, partenariat. Chaque objectif de développement durable se décline en sous-objectifs ou cibles. L'ensemble de ces cibles est commune à tous les pays signataires et engage ces États à l'horizon 2030. Et ils sont eux-mêmes adossés à 244 indicateurs qui sont qualitatifs ou quantitatifs. Ce cadre des objectifs de développement durable a été entériné par 193 États en mars 2016. Alors, maintenant, qu'est-ce que la RSE? Eh bien, la RSE, c'est tout simplement le développement durable appliqué aux entreprises. Donc, c'est 17 ODD appliqués aux entreprises. La RSE, c'est la capacité de développer une société, une économie et un environnement en équilibre pour rendre effectivement pour atteindre la viabilité, la vivabilité et l'équité. Et donc, la durabilité, elle est au sein de ces 3 caractéristiques. D'un point de vue plus pratique, la durabilité pour une entreprise, c'est la capacité qu'elle a à minimiser ses impacts négatifs et à contribuer positivement aux objectifs sociaux et environnementaux qui sont définis dans les 17 objectifs de développement durable. Voilà, donc la responsabilité aussi des entreprises, selon la Commission européenne, c'est l'intégration volontaire de ces enjeux sociaux et environnementaux dans les activités économiques des entreprises et en lien avec les parties prenantes. Alors, on reviendra sur ce concept de partie prenante qui est un concept phare dans la RSE. Donc, la RSE, le développement durable intégré dans les entreprises signe en fait un changement très significatif de paradigme dans le fonctionnement des entreprises. Jusqu'à présent, on pourrait considérer que l'entreprise est en relation avec ce qu'on appelle le groupe des 4 C. Donc, l'entreprise est en relation avec ses collaborateurs qui vont produire des produits, des services qui vont être vendus à des clients et dont les bénéfices seront reversés aux actionnaires ou aux citoyens via les impôts. Donc là, c'est le système qu'on connaît aujourd'hui. La RSE élargit effectivement le périmètre d'influence de l'entreprise en intégrant cet ensemble des 4C dans une biosphère. Une biosphère qui est elle-même
soumise aux limites planétaires et qui interroge le rôle de l'entreprise sur sa responsabilité en termes d'impact environnemental. Est-ce qu'une entreprise a la responsabilité des impacts environnementaux qu'elle génère? Doit-elle compenser ces impacts négatifs? Et puis également, bien évidemment, sur le volet social, est-ce qu'une entreprise doit payer plus d'impôts? Est-ce qu'une entreprise doit lutter contre les inégalités? Et si cela va à l'encontre de la valeur actionnariale, qu'en est-il? Voilà, donc ça, ce schéma, je crois que c'est le schéma qui résume le plus, peut-être le mieux, effectivement, ce concept de RSE qui élargit la responsabilité de l'entreprise au-delà de ces 4 C. Alors, je voudrais revenir sur le concept d'externalité de l'entreprise en prenant un exemple. C'est l'exemple d'une société qui fabrique du papier. Voilà, cette entreprise réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. L'ensemble de ses coûts représente 8 millions d'euros, donc elle fait un bénéfice de 2 millions d'euros, ce qui est assez extraordinaire. 20% de rentabilité dans cette entreprise, dans ce type de secteur, c'est assez rare. Mais cette entreprise, elle génère des externalités, donc des impacts. Ces externalités, elles sont négatives, puisque l'industrie du papier est une industrie qui est effectivement polluante, qui génère beaucoup de produits chimiques qui sont déversés dans l'environnement, qui sont à même effectivement de polluer, de diminuer la biodiversité, voire de rendre des humains malades. Mais elle a également des externalités positives. Bien évidemment, elle contribue au développement économique puisqu'elle emploie des gens, mais elle a une externalité également sur la planète et sur l'environnement qui est important, c'est qu'elle participe à une gestion raisonnée des forêts. Le papier est fabriqué grâce aux forêts. Et en fait, on a toujours tendance à penser que les forêts, quand elles sont sauvages, c'est le mieux. Non, non, une forêt, ça se gère. Et l'industrie du papier participe à cette gestion raisonnée des forêts. Donc, si on résume, bien, cette entreprise devrait verser à la planète 2 millions d'euros pour la gestion de ces déchets toxiques et, par contre, elle serait bénéficiaire quant à la gestion des forêts. Elle apporterait effectivement une externalité positive. Donc, son bénéfice ne serait plus de 2 millions d'euros, mais de 200 K euros. Aujourd'hui, le calcul et la reconnaissance financière de ces externalités n'est pas prise en compte. Elle n'est pas bien établie et on peut le comprendre parce que c'est des choses qui sont extrêmement complexes à mettre en place. Sur l'aspect environnemental, on peut encore utiliser certains modèles. Sur l'aspect social, mesurer financièrement un impact négatif social, voire même un impact positif social, devient très compliqué. Et la question de savoir si est-ce que l'entreprise doit assumer l'intégralité des responsabilités qu'elle a dans sa biosphère, ne s'oppose pas non plus complètement, en tout cas aujourd'hui. Le concept de double matérialité est un concept qui est très très important en RSE et c'est un concept que vous reverrez également puisque ça va être une exigence dans le cadre de la CSRD de dresser un reporting de double matérialité. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'entreprise va générer des externalités. Alors là, l'exemple que je prends est un exemple sur le climat. Avec le climat, l'entreprise va générer des émissions de gaz à effet de serre de par ses activités. Donc, elle va contribuer de façon négative au climat. Donc ça, c'est une externalité effectivement vers la biosphère, mais le climat va avoir également un impact sur l'entreprise. Il a un impact sur l'entreprise parce qu'il va modifier de façon importante dans les prochaines années qui viennent son fonctionnement, ses activités, son offre, voire son modèle économique. Une entreprise qui est dans le tourisme, dont les hôtels sont en bord de mer, dans des zones effectivement qui risquent de subir des submersions, va changer sa stratégie, va prendre des assurances particulières,
des entreprises qui sont très dépendantes, par exemple du pétrole, vont être amenées également à prendre des dispositions pour limiter leur consommation, vont transformer leur logistique, etc. Donc c'est ce concept de double matérialité, donc d'influence, de double influence qui est maintenant la référence dans la RSE et dans le reporting, dans les déclarations de reporting extra-financier. Alors, on va reparler de la RSE et voir comment, effectivement, est né ce concept de développement durable appliqué aux entreprises. Avant 1990, voilà, la RSE, c'est un concept assez jeune. C'est pas passé grand-chose. Il y a eu quand même quelques événements. Voilà, la première fois qu'on utilise le terme de RSE, alors les Américains appellent ça la CSR, le Corporate Social Responsibility. La première fois que ce terme a été utilisé, c'était en 1953 par Howard Bowen, qui avait écrit cet ouvrage, la responsabilité sociale des businessmen, et qui s'intégrait voilà, dans le système américain de philanthropie, etc. Voilà. Et puis, il y a eu quand même également les chocs pétroliers en 73, le premier choc pétrolier qui a bougé les consciences et qui a des citoyens qui se sont rendus compte qu'effectivement, l'activité économique s'était totalement arrêtée, qu'il y avait une très forte dépendance par rapport aux énergies fossiles. Et puis, il y a eu un concept également qui est né en 1984, c'est la naissance de la théorie des parties prenantes, dont on a parlé tout à l'heure. Ce concept, il émane c'est un philosophe économiste qui s'appelle Edward Freeman et qui considère qu'une partie prenante, dans une organisation, c'est un individu ou un groupe d'individus qui peut être impacté ou qui peut impacter lui-même la réalisation des objectifs d'une entreprise, enfin, l'activité d'une entreprise. Et donc, c'est cette théorie-là également qu'on intègre également dans ce qu'on appelle la biosphère, qui n'est pas qu'une notion écologique et environnementale. Après 1990, c'est sous la pression des ONG et des citoyens que sont apparus de nombreux cadres. Voilà, donc ces organisations internationales ont établi au fur et à mesure de plus en plus de cadres avec des recommandations sur ces pratiques d'impact sociaux et environnementaux. Mais voilà, on appelle ça des soft laws. Il s'agit de cadres qui invitent à suivre des recommandations, mais qui ne sont pas contraignantes, puisque la RSE a commencé comme une approche volontaire, et encore, bon, ça reste encore une approche volontaire pour la plupart des entreprises en France notamment. Dans le monde et en Europe, entre 90 et 2000, on a eu l'émergence d'un nombre de cadres absolument incroyables. Alors, je vous ai mis une liste, c'est pas une liste à l'après-vert, c'est quelques principes importants qui ont été mis en place sur cette décennie et qui ont été la Commission européenne a travaillé, les Nations Unies, l'Organisation internationale du travail. Ces organisations ont élaboré un grand nombre de principes qui restent encore la base des fondamentaux de la RSE. Et puis, peut-être effectivement qu'on en parlera tout à l'heure, la naissance de l'ISO 26000 qui, en 2010, qui est quand même quelque chose qui, au niveau des sociétés, a été effectivement très structurant. En France, à côté de cette soft law, de ces cadres internationaux et communautaires, sont apparus des cadres pour le coup, des hard law, des cadres obligatoires. À partir de 2001, notamment avec la loi NRE, qui va obliger les 700 plus grosses entreprises françaises à faire état de leur activité et des conséquences de leur activité au niveau social et environnemental, et de les inscrire dans leur rapport annuel de gestion.
En 2016, la loi Grenelle 2 vient effectivement compléter ces dispositifs avec une obligation de reporting pour les entreprises de plus de 500 salariés. En 2017, c'est la loi Sapin 2 qui, elle, va s'attaquer plutôt aux problématiques de transparence, de corruption et de trafic d'influence. Et puis, en 2008, apparaît la déclaration de performance extra-financière qui oblige les entreprises, alors selon certaines conditions, de taille, de chiffre d'affaires, de hauteur de capital, à reporter leurs actions de durabilité. Et puis, bon, je me suis arrêtée à 2018 parce qu'effectivement, vous savez tous que 2024-2025 sera une étape clé également dans le reporting et l'audit des données de durabilité avec la CSR. Alors, les principes de la RSE, c'est l'engagement des parties prenantes. Alors là, je vous ai mis un petit schéma. Les parties prenantes de l'entreprise, donc au-delà des 4C, c'est également les prestataires, les fournisseurs, ça peut être les riverains, hein, si on a une activité effectivement qui peut entraîner des nuisances chimiques ou sonores, etc. Ce sont et bien évidemment les clients, ça peut être également les syndicats, ça peut être le milieu académique, le milieu de la recherche, voilà. En fonction de l'activité de l'entreprise, on peut avoir une cartographie qui est un peu différente de celle-ci, mais donc elle prend compte, elle va bien au-delà des 4C dont on a parlé tout à l'heure. Les principes de la RSE, c'est aussi et avant tout de respecter le droit. Donc, dans un audit à RSE, c'est la première, c'est une étape préalable. Voilà. Est-ce que l'entreprise respecte le droit de son pays, les droits internationaux, etc. Troisième principe, la transparence. L'ensemble des données RSE doit être accessible à tous. Le quatrième principe, la gestion des risques, avec la notion de prévention, de précaution et de prévention. Le volontariat, bien sûr. Et la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de sa chaîne de valeur. L'entreprise n'est plus responsable uniquement sur son site de production, mais effectivement de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et également de l'ensemble de sa chaîne logistique et même de l'usage qu'on fait de ces produits jusqu'aux déchets qu'elle va générer. Et puis, comme on en a parlé tout à l'heure également avec les ODD, la collaboration est également un des principes phares de la RSE. Concept également très très important dans la RSE, c'est le concept de diligence raisonnable, qui a été inscrite par le CDE en 2018. C'est quoi ce principe de diligence raisonnable? Eh bien, c'est la diligence raisonnable, c'est le processus que les entreprises devraient mettre en œuvre afin d'identifier, prévenir, atténuer, rendre compte de la manière dont elles traitent leurs impacts négatifs, qu'ils soient actuels ou potentiels, dans l'ensemble de leur activité. Ça veut dire qu'effectivement, on est sur un ensemble de process qui vont de l'identification de ces risques à des process de prévention ou d'atténuation, de suivi et de mise en œuvre des résultats et de communication vis-à-vis des parties prenantes. L'ensemble de cette diligence raisonnable se traduit également par une documentation à l'intérieur de l'entreprise, des codes de conduite, des process spécifiques pour la corruption, pour le harcèlement, enfin voilà, il y a tout un ensemble de documentation qui sont mis en place et également, bien évidemment, des systèmes d'information qui doivent être à même de pouvoir piloter cette diligence raisonnable et cette stratégie de trajectoire de développement durable. On va finir sur l'ISO 26000.
parce que c'est un référentiel important en France. Voilà, ce référentiel, il a été créé en 2010 pour les entreprises qui étaient intéressées pour agir sur les objectifs de développement durable au-delà effectivement du cadre réglementaire de leur pays. Cette création de l'ISO 26000 a été vraiment importante parce que on avait une multiplication du nombre de cadres qui rendait les choses un petit peu floues et elle a permis vraiment de stabiliser le concept de RSE et voilà, de donner un cadre, une trajectoire qui soit commune et applicable à chaque organisation. Ce référentiel ISO 26000 a été élaboré par 500 experts et 99 pays. Donc, je ne vais pas revenir donc, sur voilà, donc ça fournit les lignes directrices, ça donne effectivement des clauses communes à toutes les organisations. L'ISO 26000 est applicable aux entreprises, mais également à d'autres formes d'organisation, à des collectivités, à des associations. Comme vous le savez, donc cette norme ne comporte aucune obligation légale, elle est vraiment volontaire. Il s'agit d'une loi, d'une soft law, et qui aujourd'hui a été très largement appliquée dans le monde entier, beaucoup en Europe quand même, encore aujourd'hui. L'ISO 26000 s'articule autour de 7 axes très important. Donc, on va regarder chacun de ces axes assez rapidement, puisque le temps, je ne sais pas, Ambroise, où on en est au niveau du timing, mais je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps ou pas. On est aux 3 quarts d'heure qu'on s'est dit, donc tu peux poursuivre, mais en effet, les 3 quarts d'heure sont en train de toucher à leur fin. J'en ai vraiment pour 5 minutes, donc je pense que ça devrait aller. Alors, donc, le premier pilier, c'est la gouvernance. La gouvernance, l'ISO 26000 prône une gouvernance qui soit responsable et transparente et qui implique effectivement, qui soit impliquée effectivement dans cette stratégie de développement durable. Alors, ça signifie que cette gouvernance, elle doit être ouverte aux parties prenantes, qu'elle peut effectivement instaurer un comité RSE. Voilà, donc c'est vraiment la partie phare, hein, comme dans toutes les organisations. La gouvernance, voilà, permettra d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des décisions concernant la RSE. Les droits de l'homme, donc là, c'est le respect des individus, prévention et remédiation des abus dans le milieu professionnel. Voilà, donc là, les entreprises ont un devoir de vigilance et ne doivent pas se montrer complices effectivement des violations de droits de l'homme. Donc là, c'est des questions, voilà, ça peut être des questions de discrimination. On peut mettre en place des codes de conduite anti-discrimination, des systèmes d'alerte. Après, l'ensemble de ces axes, voilà, peut être décliné en des centaines d'actions. Les relations et les conditions de travail. Donc, une entreprise qui intègre la RSE doit veiller effectivement à l'épanouissement de ses collaborateurs, déjà veiller effectivement à la sécurité de ses collaborateurs, mais également lui donner tout moyen permettant son épanouissement et permettant également d'entretenir un dialogue social serein. L'environnement, alors surtout aujourd'hui, c'est un des piliers qui est très travaillé dans les entreprises. Voilà. Donc chaque entreprise doit être en mesure d'œuvrer et de mettre en place des projets et de structurer son activité pour limiter les impacts écologiques. La loyauté des pratiques, donc cette loyauté des pratiques se traduit généralement par des codes de conduite et elle met effectivement la lutte contre la corruption et la mise en œuvre des promoteurs de pratiques concurrentielles saines. Les questions relatives aux consommateurs sont également très importantes.
Il est question là de promouvoir un mode de consommation qui soit durable, et de produire des biens et services qui soient sûrs pour les consommateurs, de protéger la vie privée des consommateurs. Là, on est sur des problèmes de RGPD. Et puis, le dernier point, c'est l'implication des entreprises dans leur territoire. Chaque entreprise, dans le cadre de la RSE, a un devoir d'engagement pour l'intérêt général. Alors, ça veut dire participer à des instances territoriales, comme vous le faites au travers de la commission régionale des commissaires aux comptes. Voilà, s'intégrer dans l'éducation en prenant des stagiaires, s'impliquer dans certaines associations, etc. Voilà, j'ai fait le tour des 7 axes et puis je pense qu'on a atteint la limite de temps. Ambroise, je te laisse reprendre le flambeau et je suis heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Ouais, j'invite tous à ceux qui ont participé là de poser vos questions. Il n'y en a pas pour l'instant. Il y a des questions logistiques, on va dire, mais pas sur le fond. Donc c'est le moment, n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être en attendant qu'on ait quelques questions, Géraldine, est-ce qu'on peut teaser ce prochain épisode dans 2 semaines qu'on aura, donc le 13 avril, de quoi on va parler et comment ça va poursuivre cette première présentation? Alors, le second webinaire, voilà, là, on va rentrer vraiment dans l'entreprise. On va voilà, parler des enjeux de la RSE. Alors, on parlera un petit peu des enjeux sur la planète parce qu'on a abordé un petit peu, on ira un peu plus en profondeur pour ceux que ça intéresse. C'est toujours, voilà. Mais on parlera surtout des enjeux de la RSE, des enjeux en termes de performance économique, comment la RSE peut vous aider à faire plus de chiffre d'affaires, à vous différencier, comment la RSE peut vous aider à diminuer vos coûts. Et on abordera aussi beaucoup la RSE et les risques, comment la RSE est un facteur, vous l'avez vu, enfin, voilà, le principe de précaution, prévention est quelque chose de clé dans la RSE. Et la RSE permet de prévenir beaucoup de risques, des risques opérationnels, des risques d'image, des risques réglementaires. Voilà. Et puis on parlera aussi beaucoup de la RSE et de l'attractivité des entreprises par la RSE. Voilà à peu près les grands thèmes qu'on va aborder. J'ai une question à Géraldine. Une personne nous demande quand est-ce qu'on va parler des différents labels type Bicorp. Alors, les différents labels, on va les aborder dans le 3e webinaire, là où on parlait des étapes. Comment je peux intégrer la RSE dans mon entreprise, parce que intégrer une démarche de RSE, c'est pas forcément être labellisé. La labellisation, ça peut être un objectif, mais c'est pas un but en soi. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très RSE, qui sont pas labellisées. Donc on l'abordera dans le troisième webinaire. Voilà, on abordera les 3 principaux labels. Le label engagé, RSE engagé AFNOR, hein, que Gladys connaît bien. Le label Bicorp, moi je suis B-Leader, donc effectivement j'accompagne les entreprises à devenir Bicorp. Et puis on a bien le label Lucie 26000, hein, qui est le label avec le référentiel d'ISO 26000 dont on vient de parler actuellement. Ça, c'est des labels entreprises. Après, il y a des labels sectoriels. Voilà, tous ces notions de labels, on l'abordera dans le troisième webinaire. Et puis, on a aussi des labels, il y a des labels produits, des labels process. Voilà, il y a beaucoup de labels autour de la RSE et du développement durable. Très bien, voilà merci. Pour le 3e webinaire. C'est noté. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que tout le monde aurait eu l'occasion, en tout cas, de l'écrire. Donc, c'est certainement qu'on a pu faire un bon tour des sujets. Merci d'avoir participé à ce premier webinaire. Comme vous l'avez compris, comme on vous l'a répété, hein, c'est une série de 3 sur cette première thématique qui est vraiment comment adopter une démarche RSE au sein de votre cabinet. Oui, ce premier webinaire était, on va dire, de poser les bases, donc beaucoup de notions, beaucoup de théories. On va rentrer dans la pratique. Donc, on vous invite évidemment
chaleureusement à nous rejoindre dans 2 semaines. Hein, c'est toutes les 2 semaines. Et donc, jeudi dans 2 semaines, jeudi 13 avril, on va pouvoir poursuivre cela toujours avec Géraldine. Le lien d'inscription se trouve sur le site. Et puis, de toute façon, on va refaire une petite newsletter. Donc, vous verrez passer par mail la manière de vous inscrire. On vous partagera aussi, eh bien, dans un petit article, le support et puis évidemment la vidéo de cette présentation. Comme ça, si vous voulez le partager à des confrères, consoeurs, eh bien, vous aurez la possibilité de le faire. Merci Géraldine. Merci à tous les participants. N'hésitez pas à poser vos questions. Des fois, elles arrivent un petit peu plus tard ou on n'ose pas trop les poser. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous donne rendez-vous également pour des webinaires un peu plus appliqués. Mais comme le disait Ambroise, c'est important. Voilà, il est important effectivement d'avoir un peu ce socle théorique, voilà, qui permet de mieux comprendre la suite. Et voilà, je vois quand même des commentaires, notamment un remerciement pour cette introduction très intéressante, nous dit Christophe. Donc voilà. Et ben très bien, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci à vous tous et puis à très vite. Merci, à très bientôt. Au revoir.